y a eu plusieurs études qui ont montré que pour adhérer à un traitement, il faut y croire. Et pour y croire, il faut savoir de quoi il s'agit. Comment voulez-vous que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il prend, qu'il soit acteur de sa propre prise en charge? AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À Votre Santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Devenez acteur de votre prise en charge ce matin. J'ai invité le docteur Moussa Oudjani. Bienvenue docteur. Merci Philippe, je suis très content de venir à cette grande radio Beurre FM que je connais depuis très longtemps. J'ai jamais eu le plaisir ni l'occasion de mettre les pieds. C'est vrai ? Et, je vous assure, et aujourd'hui je suis ravi d'être là. Alors, en fait, il faut expliquer aux gens pourquoi vous êtes là. Vous m'avez envoyé un mail. Vous dites voilà. Suite à une émission qu'on avait fait avec le docteur Walid Mekedem sur le mésusage des médicaments, et vous m'avez très justement écrit, moi j'aimerais donner mon avis de pharmacien de terrain. Voilà, et c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Alors on a eu un premier rendez-vous manqué parce que j'ai eu quelques soucis, mais vous voilà aujourd'hui, donc vous êtes enfin là. Oui, comme je vous ai dit, je suis ravi de me retrouver dans au sein de cette radio qui nous a accompagnés depuis très très longtemps avec ces émissions surtout culturelles des deux rives qui valorisent la culture des deux rives, soit maghrébine plus particulièrement algérienne et en France aussi. Donc quelqu'un comme moi est ravi de se retrouver ici dans l'enceinte de cette radio, de cette maison. C'est avec plaisir que je vous accueille. Donc vous êtes pharmacien hospitalier. Une profession encore mal connue, si tout le monde connaît assez bien le rôle d'un pharmacien communautaire, comme on les appelle, on connaît plus mal celui de pharmacien qui exerce en milieu hospitalier universitaire. Alors, est-ce que c'est une spécialité déjà, la pharmacie universitaire ou pas ? Alors, la pharmacie est une discipline médicale, comme la médecine, comme la dentisterie, comme toutes les professions médicales. Donc, il y a une spécialisation pour travailler en milieu hospitalier, il faut être spécialisé, il faut avoir fait l'internat ou avoir obtenu des équivalences pour travailler en milieu hospitalier. Parce que à la base, c'est le même métier que nos collègues de ville. Voilà. Ouais. Uh-huh. Mais il y a des particularités à l'hôpital, parce que la pharmacie en milieu hospitalier, elle est très diversifiée. On s'occupe du médicament, on s'occupe aussi des dispositifs médicaux, stériles notamment, on s'occupe de la préparation. Alors, il faut expliquer aux gens ce que sont les dispositifs médicaux stériles. L'exemple qui vient en tête, une simple sonde, ou alors une seringue, une aiguille. Après, ça peut aller jusqu'à des prothèses, des stents, tout ça. Donc, ça s'appelle les dispositifs médicaux stériles. On utilise les dispositifs médicaux stériles chez le patient lorsqu'on n'a pas de solution avec le médicament. D'accord. Schématiquement, c'est ça. Ouais. On a recours à ces dispositifs médicaux stériles lorsqu'on ne peut pas régler le problème du patient avec un médicament parce qu'il n'existe pas ou parce que ce n'est pas possible. Donc, on s'occupe du médicament, des dispositifs médicaux stériles. La stérilisation du matériel avec lequel on opère dans les hôpitaux, c'est énorme. C'est une activité de production qui est très technique. Et c'est nous qui nous occupons de cette activité parce que lorsqu'un patient est opéré, au bas mot, dans la boîte avec laquelle on l'opère, il y a 30 instruments différents que le chirurgien utilise. Et ces instruments doivent être rigoureusement stériles. Et c'est nous qui le faisons. Alors, il y a l'usage unique, bien sûr, mais tout n'est pas disponible dans l'usage unique. En plus, ça coûte extrêmement cher de racheter l'usage unique. À chaque fois, si vous achetez 30 instruments différents à usage unique, à la fin, ça coûtera extrêmement cher. Il vaut mieux investir dans un instrument restérilisable et le restériliser autant de fois que nécessaire. Voilà. Et puis pour l'usage unique aussi, il faut aussi penser à l'empreinte carbone aujourd'hui, parce que si vous achetez du matériel, vous l'utilisez une fois, vous le jetez, vous voyez les conséquences sur l'empreinte carbone, et je ne parle même pas de l'incidence financière. Ensuite, j'ai pas fini. On s'occupe aussi de la préparation des médicaments cytostatiques, notamment les anticancéreux, parce que autrefois, il y a à peu près une trentaine d'années, les médicaments sont préparés par les infirmières au sein même des unités de soins. Mais maintenant, dans la plupart des thérapeutiques, les médicaments sont préparés par le pharmacien hospitalier et son équipe
au sein d'une unité de production dédiée à ça. Et on y gagne beaucoup parce que il y a moins de pertes, parce qu'il peut y avoir des reliquats mais qu'on réutilise parce que le milieu dans lequel dont l'enceinte s'apprête à ça, parce que tout est stérile, ce sont des enceintes microbiologiquement contrôlées, c'est-à-dire il n'y a pas de contamination là-dedans, il n'y a pas de risque de contamination. Et puis, cette activité repose beaucoup sur l'expertise du pharmacien, sur sa connaissance, sur la stabilité des médicaments et le reste. Donc, ce que font les pharmaciens hospitaliers à ce sujet, lorsqu'il y a une prescription qui tombe, le pharmacien prépare le médicament en amont, et on remet la poche à l'infirmière, elle n'a qu'à l'administrer à son patient. Elle contrôle et elle administre à son patient. C'est ça que vous appelez préparer. Voilà, c'est ça, donc c'est ce qu'on appelle préparer. Dans les chimios, c'est vous qui agissez aussi, par exemple C'est le pharmacien hospitalier, oui. D'accord, qui prépare oui, absolument. la chimio. Il y a un gain considérable sur le plan économique et sur le plan aussi de la sécurité d'utilisation de ces produits-là, tant sur le plan infectieux, parce qu'on fait ça de manière rigoureusement stérile, dans des enceintes stériles qu'on maîtrise très bien. Et puis aussi, il y a moins d'effets indésirables parce qu'on connaît très bien le médicament. Avant que le pharmacien ne prépare le médicament anticancéreux, il analyse toute l'ordonnance du patient pour voir est-ce qu'il y a des choses cachées qui peuvent nuire au patient par des effets indésirables inattendus. Et là, quand on détecte... Alors, comme quoi, par exemple ? Un effet indésirable quelconque d'un médicament, soit parce que à cause de la fonction rénale du patient, à cause de son poids, on risque un surdosage. D'accord. Mais si un médecin l'a prescrit, c'est quand même... Oui, mais malgré ça, la première digue du médecin peut, parfois, on peut passer entre les gouttes. Donc, quand ça arrive entre les mains du pharmacien, là, c'est la digue définitive. On dit non, il faudrait ajuster pour que le patient puisse en bénéficier de son traitement au maximum. C'est-à-dire qu'on lui fasse perdre aucune chance, soit que son traitement... D'abord, il faut que son traitement soit efficace. Deuxièmement, on doit le protéger de tout effet indésirable qui peut survenir. Surtout quand c'est connu. Bon, après, il peut y avoir un effet indésirable qu'on n'a jamais connu chez un patient. C'est des choses qui arrivent. Quel est votre rôle ? J'ai pas fini. Donc, c'est pas fini, parce que moi, je voulais savoir quel était votre rôle. Par exemple, dans les protocoles nouveaux. Il y a des médicaments nouveaux qui arrivent, il y a de nouveaux protocoles qui arrivent. Est-ce que vous agissez, vous intervenez là-dessus ? Le pharmacien, il est en première ligne parce qu'il s'occupe aussi des essais cliniques à l'hôpital. C'est lui qui gère les essais cliniques. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un essai clinique, ça veut dire qu'il y a un nouveau médicament qui arrive. Et lorsque l'industrie donc met au point un nouveau produit, avant de l'utiliser, avant d'avoir l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, pour qu'il soit utilisé largement chez les populations concernées, il y a des essais cliniques. Et là, c'est le pharmacien qui gère ça. Donc, c'est lui qui protocolise ça et qui gère ça de manière rigoureuse, de façon à ce que la conduite de l'essai soit irréprochable. Au moment où on va étudier le dossier, au moment où l'agence du médicament va étudier le dossier pour donner l'AMM ou pas, il faudrait que tout soit d'équerre. D'accord. Est-ce que c'est vous qui faites le retour d'expérience, par exemple ? Ah oui, bien sûr. Oui. D'accord. Au niveau de au niveau de l'admission, alors l'admission aux patients, non, c'est pas vous. Non, alors, chacun son rôle. Vous avez le pharmacien qui fait son travail de gestion. D'accord. Donc, il suit tout ce qui se passe pas à pas. Et après, les infirmières qui administrent les médicaments aux patients. Et il y a le médecin, donc, qui, lui, conduit c'est lui l'expert. Qui conduit l'essai, en fait. Voilà. C'est l'expert clinicien qui conduit l'essai clinique. Parce que, comme vous savez, en médecine, on veut des niveaux de preuve irréprochables pour dire que tel médicament est efficace ou il ne l'est pas. Donc tout ça doit être d'équerre. Lorsque le dossier arrive entre les mains des experts de l'agence du médicament, il faut qu'il n'y ait aucune fausse note. Et le pharmacien a un rôle extrêmement important. Donc c'est le pharmacien hospitalier et il a un rôle extrêmement important. Est-ce que vous voyez d'autres rôles du pharmacien ? Oui, alors maintenant on voit se développer de plus en plus la pharmacie clinique, c'est-à-dire que le pharmacien hospitalier aujourd'hui, ce n'est plus le pharmacien qui achète des médicaments et qui les distribue au service. Maintenant, il a le rôle aussi de vérifier toutes les prescriptions qui tombent et qui sont faites au sein de l'établissement où il exerce. Tout est informatisé depuis à peu près, depuis 20-25 ans maintenant.
toutes les prescriptions sont informatisées. Donc, dès qu'il y a une prescription qui arrive sur le logiciel, nous, on la voit. On regarde tout. On scanne tout, ligne par ligne. On regarde l'état du patient, son poids, sa fonction rénale, est-ce qu'il a eu des effets indésirables déjà connus ou pas. Et après, on analyse l'ordonnance, on regarde les posologies, est-ce qu'elles sont toutes bonnes, est-ce qu'il n'y a pas d'interactions médicamenteuses aussi qui peuvent engendrer des effets indésirables pour le patient. Et puis on regarde aussi parfois dans la stratégie thérapeutique, est-ce que tout est fait pour que le traitement soit une réussite. C'est très très important. Et depuis 2-3 ans, il y a un arrêté ministériel qui a élargi notre activité là-dessus, et c'est vraiment une très très bonne chose. Donc, dans certaines conditions, à condition de l'organiser très bien au sein de l'établissement et qu'on n'empiète pas non plus sur le travail de nos collègues médecins, parce que c'est important aussi. Et donc, le pharmacien peut prolonger dans certains cas un traitement et voire même demander la modification de certains traitements. On peut même déclencher des examens complémentaires pour s'assurer que le traitement est bien réussi. Un exemple, les patients qui ont l'insuffisance rénale chronique souffrent d'anémie liée à ça. Et cette anémie est liée au fait qu'ils ne produisent pas l'hormone qui booste, qui fait fabriquer l'hémoglobine, qui est l'élément essentiel quand cette hémoglobine baisse, c'est là où on voit l'anémie. Donc cette hémoglobine, elle est synthétisée avec une hormone qui est sécrétée par le rein, qui s'appelle l'érythropoïétine, l'OPO. La fameuse, ouais. Je ne parle pas de cyclisme, là. Je parle en tant que professionnel de santé à but thérapeutique. Donc, cette OPO-là, quand on voit qu'un patient a une hémoglobine basse et que malgré son traitement, ça ne remonte pas, et on demande au médecin, il faudrait qu'on demande des examens complémentaires, voire des actions complémentaires, de façon à ce que le traitement soit efficace et que le patient puisse en tirer le bénéfice attendu, en fonction de son état et de ses besoins. Parce que comme vous le savez, Philippe, d'après l'OMS, mais après tous les pays ont adopté ça, l'assurance qualité se définit comme étant un patient lorsqu'il est malade, il est entre nos mains, il doit bénéficier des meilleures investigations possibles et du meilleur traitement possible et à moindre coût. C'est ça l'assurance qualité telle qu'il est défini par l'OMS et adopté par tous les pays, notamment en France. Voilà, devenez acteur de votre prise en charge avec le docteur Moussa Oudjani. Vous êtes pharmacien hospitalier. Alors, on parlait de faire des économies tout à l'heure. Vous êtes fait épingler par la Cour des comptes qui disait que finalement il y avait beaucoup de gaspillage de médicaments et c'était dû notamment aux hôpitaux. Oui, ça peut arriver, mais gaspillage de quelle sorte ? Dire gaspillage, c'est pas la peine de nous accuser de ça comme ça. Alors ils ont pesé, ils disaient que le gaspillage a pesé 124 grammes de déchets médicamenteux en France et par Français, soit l'équivalent de 2 boîtes de médicaments par personne. Et il disait que finalement, s'il y avait autant de gaspillage, c'était parce que les médicaments n'étaient pas vendus à l'unité, par exemple. Oui, mais ça, ce n'est pas la faute des hôpitaux. C'est l'industrie on ne peut pas demander à l'industrie de nous fournir des conditionnements comme on veut. Ça, c'est eux qui décident des conditionnements. Ça aurait été bien, effectivement, que l'industrie nous fournisse des médicaments à l'unité, mais ce n'est pas le cas. Ça a été esquissé un certain temps, mais l'industrie pharmaceutique, pour l'instant, elle ne le fait pas. Ce serait bien. Ça va même améliorer la sécurité. Mais vous, dans votre mission, vous avez une des missions, c'est gérer les stocks, j'imagine. Oui, alors maintenant, on le fait à l'hôpital, c'est-à-dire ce que doit faire l'industrie, c'est nous qui le faisons. On fait ce qu'on appelle la préparation des doses à administrer. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple des anticancéreux, mais ça s'étend maintenant à tous les médicaments. Donc, justement, quand on prépare les doses, quand on fait la préparation des doses administrées, c'est pour éviter ces gaspillages, et pour éviter que des médicaments ne se périment pas dans les pharmacies des services. Voilà.
c'est très important, tant sur le plan économique, sur l'empreinte carbone aussi. Donc voilà, si on avait plus de moyens, si le pharmacien hospitalier a beaucoup plus de moyens que ça, il peut faire beaucoup plus de choses. Mais malheureusement, les moyens ne sont pas indéfiniment extensibles. Et surtout pour les pharmaciens hospitaliers, sachant que c'est une discipline qui a beaucoup évolué depuis les années 2000. Par exemple, toute la modernisation de la politique du médicament au sein des hôpitaux, elle est portée par les pharmaciens. Il y a un décret qui est sorti en 2000, le 26 décembre 2000, qui est un décret qui a beaucoup valorisé notre métier, ça c'est vrai, mais aussi qui nous a donné beaucoup de responsabilités. Et toute la promotion de la politique du médicament au sein de l'hôpital, elle est pratiquement portée par le vecteur, c'est le pharmacien. Et c'est très très important, y compris des choses qui paraissent peut-être banales aujourd'hui, mais sur lesquelles on s'était beaucoup battu. La prescription informatisée. Vous vous rappelez autrefois des pancartes qu'on trouvait au lit du patient, tout ça, et le recopiage avec toutes les erreurs qu'il peut en avoir quand on recopie une pancarte sur une autre manuellement. Il suffit que la personne qui recopie à ce moment-là, ait la tête et la tête ailleurs à cause d'un souci ou autre, au lieu de recopier tel produit, recopier un autre. C'est des choses qui sont arrivées il y a longtemps. Et puis les pharmaciens hospitaliers se sont beaucoup battus pour que la généralisation de la prescription informatisée, et là on a gagné beaucoup. Enfin, les patients surtout. Un médicament, ça ne se prend pas à la légère, et pourtant peu de patients connaissent le mode d'action d'un médicament. Alors pourquoi, selon vous, est-il important que les patients connaissent leur traitement et le mode d'action ? Alors, il y a eu plusieurs études, notamment outre-Atlantique, ce sont toujours les précurseurs, mais maintenant en France aussi, il y en a beaucoup, qui ont montré que pour adhérer à un traitement, il faut y croire. Et pour y croire, il faut savoir de quoi il s'agit. Donc, les patients, et de toute façon, ils sont en droit aussi de savoir qu'est-ce qu'ils prennent. C'est très important. On ne leur demande pas de connaître le médicament comme des experts, comme les pharmaciens. Mais au moins, qu'ils sachent quels sont les médicaments qui conviennent à leur santé à un temps T. J'ai un exemple en tête. Il y a à peu près 20 ans, j'ai fait une étude avec un gériatre on a évalué la connaissance de leur traitement. C'est des patients qui arrivent à l'hôpital, qui ont déjà des traitements personnels qu'ils prennent, parce qu'ils ont plusieurs pathologies, comme beaucoup de sujets âgés. Et en moyenne, ils avaient 6 médicaments par ordonnance. Et quand ils arrivaient, on les interrogeait. Combien de médicaments vous avez ? Est-ce que vous les connaissez ? Est-ce que vous savez à quoi ils servent ? 75% des patients ne savent pas ce qu'ils prennent. Ni le nom des médicaments, ni à quoi il sert. On ne lui demande pas l'indication qui est donnée dans le Vidal, juste pour dire pour ma tension. C'est pour ma tension, pour mon diabète, pour mon cholestérol. Pour mon cholestérol. Eh bien, 75% des patients ne le savent pas. Comment voulez-vous que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il prend, qui soit acteur, justement, vous l'avez dit tout à l'heure, de sa propre prise en charge ? Et tout ça, c'est lié à des croyances après. Mais ça, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail très important, très pertinent et très profond, parce que nous, les professionnels de santé, on doit aussi travailler dessus, à ce que nos patients puissent être acteurs de leur prise en charge. Et lorsqu'un patient n'est pas acteur de sa prise en charge, ça pose des problèmes tels que l'observance. L'observance, c'est-à-dire respecter son traitement. Et il y a eu des enquêtes qui ont montré qu'un patient sur deux, 50% quand même, ne respecte pas son traitement tel qu'il est prévu, soit sur les posologies, soit sur les moments de prise, soit sur les durées de prise, soit sur des règles hygiéno-diététiques aussi. Parfois, il y a des médicaments qui peuvent interagir avec la nourriture et on leur donne des consignes pour minimiser ça, voire l'éviter complètement. 50% des patients ne respectent pas ça. Donc, les problèmes d'observance après, ils ont des conséquences très importantes sur le patient lui-même, parce qu'il va récidiver, mais aussi sur la collectivité, parce que 80% des produits prescrits en France sont remboursés par la sécurité sociale, c'est-à-dire votre argent est le mien.
Et lorsque quelqu'un achète des médicaments et les laisse dans un placard et les prend pas, vous voyez les conséquences pour tout le monde, pour lui d'abord et puis après pour la collectivité. On en revenait à la question des économies, mais voilà. Donc, et un patient doit être acteur de sa propre prise en charge, sauf dans des cas particuliers, par exemple un patient qui est porteur de telle ou telle maladie comme l'Alzheimer n'est pas autonome, donc il faudrait que son entourage s'en occupe. Mais les problèmes d'observance posent beaucoup de problèmes de prise en charge, tant sur le plan purement médical, individuel ou collectif, parce que et sur le plan économique aussi. Alors, est-ce que vous voulez bien nous expliquer comment un médicament est métabolisé par l'organisme ? Ah là là. Alors, médicament, pour qu'il agisse, il faut qu'il rentre, il faut qu'il ait au contact des tissus qui sont malades. Enfin, schématiquement, c'est ça. Donc, un médicament, lorsqu'on l'avale, un cachet par exemple, une gélule, on l'avale, elle arrive dans l'estomac, elle se délite, elle passe dans les intestins, après elle doit passer dans le sang. Et quand elle passe dans le sang, elle peut être transportée par des protéines telles que l'albumine, et là elle va diffuser entièrement dans l'organisme grâce justement au sang. Et c'est là où il va exercer son action. Il va exercer son action, mais un médicament n'a pas vocation à rester dans l'organisme, il faut qu'il soit éliminé. Parce que ce n'est pas un produit qu'on s'ingère comme ça. Et l'élimination de la plupart des médicaments se font par les reins. On dira après, si vous permettez, on dira 2 mots sur la conséquence, l'élimination des médicaments par le rein. En grande partie par les reins, une toute petite partie par voie hépatique et donc par les selles. Et une toute petite partie, ça peut être aussi par l'expiration, mais très peu. Mais la grande majorité des médicaments sont éliminés par les reins. Donc ça s'appelle la pharmacocinétique. Donc c'est le cheminement des médicaments. La pharmacocinétique. La pharmacocinétique. Pharmacocinétique, voilà. D'accord. Voilà. Si on décompose le mot, le mot pharmaco et la cinétique, donc c'est la vitesse. Enfin, la vitesse, ça veut dire le parcours du médicament dans l'organisme. Et un médicament doit être éliminé. Il n'a pas vocation à rester, parce que ce n'est pas un produit naturel, là, enfin, en soi, c'est-à-dire qui est synthétisé par l'organisme. Et cette élimination, donc, chez un patient, par exemple, qui est en insuffisance rénale, il faudrait qu'on adapte la dose. Parce qu'un médicament qui est normorénal va éliminer le médicament plus vite qu'un patient qui a une insuffisance rénale. Et là aussi, c'est le rôle du pharmacien et du médecin pour adapter les posologies. Si on prend par exemple l'usage des antibiotiques, oui. Comment faire un bon usage des antibiotiques ? Ah là, c'est un vaste chantier. Parce que moi, je disais que, je lisais d'ailleurs dans une étude récente qui vient de paraître, que finalement, des années après, l'impact des antibiotiques pouvait se sentir sur votre microbiote, par exemple. Oui. Alors, les antibiotiques, pareil, il y a eu des évaluations qui sont faites qui ont dit qu'il y a 30 à 40% des prescriptions qui sont inutiles. C'est énorme quand même. Hein. C'est énorme. C'est énorme. C'est fou. C'est fou. Alors, pour qu'un antibiotique, qu'on en tire le meilleur bénéfice, sans grandes conséquences sur l'écologie, notamment l'antibiorésistance, ou même sur son propre microbiote, comme vous le dites. Mais malheureusement, lorsqu'on prend des antibiotiques, son microbiote va prendre un coup, ne serait-ce que momentanément. Après, il va falloir aller le rétablir. Parce qu'un antibiotique, il n'agit pas uniquement sur le microbe qui vous a rendu malade. Il agit sur la plupart des microbes. Hein. Donc ça, malheureusement, c'est comme ça. Il ne sélectionne pas. Donc, pour qu'une antibiothérapie soit une réussite, d'abord, il faut choisir le bon antibiotique dans la bonne indication. C'est-à-dire, si vous voulez soigner une infection rénale, il faut choisir un antibiotique qui passe dans les reins et dans les urines. Et ce n'est pas tous les antibiotiques qui passent par là. Donc, il y a des antibiotiques qui ne passent pas dans les reins, dans les urines. C'est comme ça. C'est lié à la nature même du médicament. Si vous voulez soigner une angine, c'est pareil, il faut choisir un antibiotique qui va aller dans les angines pour tuer les micro-organismes, éliminer les micro-organismes qui vous ont rendu malade. Donc ça, c'est la première des choses. Ça, il faut connaître la diffusion des antibiotiques. Est-ce que lorsque je prescris un antibiotique A,
il diffuse bien au sein du site infectieux que je veux traiter. Ensuite, il faut mettre la bonne dose. Il ne faut pas faire des petites doses qui vont être... parce que les petites doses, non seulement ne vont pas éliminer les micro-organismes en question, mais aussi peuvent favoriser l'émergence de mutants résistants. Donc là, on a tout perdu. Et après, il faut mettre la bonne durée. Si une infection urinaire doit se traiter en 1 semaine, ce n'est pas 10 jours, ce n'est pas 4 jours. C'est 1 semaine. Parce qu'il faut s'assurer que le micro-organisme est complètement éliminé. Donc voilà les grandes règles du bon usage des antibiotiques. Et lorsqu'on utilise des antibiotiques à spectre large, comme en milieu hospitalier, on fait ce qu'on appelle les antibiogrammes. Donc le laboratoire fait un prélèvement sur le patient. On va identifier le germe en question, c'est-à-dire le microbe qui est derrière l'infection, et on va tester au laboratoire quels sont les antibiotiques qui sont actifs sur ce micro-organisme-là. Il y a tout un travail qui est fait, on ne fait pas ça au hasard. Et à ce moment-là, donc, on va choisir l'antibiotique qui marche bien et qui est efficace sur le micro-organisme en question et qui diffuse sur le site infectieux qu'on veut traiter. Et on tient aussi compte de la situation du patient. S'il est en insuffisance rénale, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait adapter la dose. S'il est allergique à un produit connu, un antibiotique connu, il faut l'éviter, il faut trouver une alternative. Donc, on a tout un espèce de tableau de bord, comme ça, devant nous. Le site infectieux, le microbe, le patient, et je choisis le bon produit dans tout ça. Et ça, c'est l'affaire des professionnels de santé. Avec le docteur Moussa Oudjani, qui est mon invité aujourd'hui, pharmacien hospitalier. On parlait avant la pause des antibiotiques. Quel est l'impact des antibiotiques qu'on consomme sans le savoir, notamment ceux qui sont dans notre assiette? Est-ce qu'ils ont un impact finalement ou pas? Alors, vous posez la question sur l'utilisation des antibiotiques dans la médecine vétérinaire, je pense, c'est ça? C'est de votre puisque de toute façon, les animaux qu'on consomme sont bardés d'antibiotiques. Alors, il y a une statistique qui est sortie en 2017 qui a montré que la médecine humaine en France, on a utilisé combien de tonnes d'antibiotiques? À peu près 700 tonnes d'antibiotiques. Et dans la médecine vétérinaire, presque 500 tonnes d'antibiotiques. Sachant que la proportion de nombre d'individus, de nombre d'habitants en France par rapport au nombre d'animaux, c'est incomparable. Ça veut dire que là, en médecine vétérinaire, on a utilisé énormément d'antibiotiques aussi. Et fatalement, quand ça arrive dans notre assiette, ça perturbe, on se les ingère, et là, ça peut perturber notre microbiote au moins, comme vous l'avez dit. Mais pas seulement, ça contribue beaucoup à l'antibiorésistance, parce que les micro-organismes, comme toutes les entités vivantes, elles doivent se défendre. Elles doivent trouver des alternatives aux agressions qu'elles subissent. Et une antibiothérapie, c'est une agression pour les micro-organismes. On le veuille ou pas, c'est comme ça. Bon. Mais ces micro-organismes-là, pour qu'ils ne disparaissent pas, pour qu'ils survivent, il faut qu'ils trouvent des alternatives pour pouvoir résister à ces antibiotiques. Donc, leur nature fait qu'ils développent beaucoup de résistance pour pouvoir survivre. Et plus on utilisera d'antibiotiques, plus il y aura d'antibiorésistance. Et là, les spécialistes disent que d'ici 2050, ça va devenir un grand fléau de santé publique, l'antibiorésistance aux antibiotiques. C'est pour ça qu'en France, il y a à peu près, dans le début des années 2000, on a amorcé une politique de bon usage des antibiotiques. Donc, d'abord, on va réduire les volumes. Et on va réduire le volume des prescriptions en partant du constat que 30% des antibiothérapies sont inutiles. Donc, si on peut éviter déjà ces 30%, ça serait bien. Mais même, il faut aller plus loin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une infection qui nécessite 7 jours de traitement, c'est pas la peine d'aller à 10 jours. Parce que les 3 jours en plus ne servent à rien que d'exercer plus de pression sur les micro-organismes qui vont développer des résistances. Je ne parle même pas des conséquences économiques, parce que les antibiotiques, ça coûte très cher aussi. Bon, heureusement, il y a les phages. C'est ma passion, mais j'arrive pas à trouver un spécialiste des phages. Je voudrais qu'on parle des médicaments génériques. Pourquoi est-ce que les médicaments génériques n'ont pas bonne presse vis-à-vis des malades et des assurés? Alors, je pense
Ça a été lancé fin des années 90, vers 1999, début des années 2000. Avant, ça n'existait pas. Si, ça existait, mais à ce moment-là, on a changé la réglementation sur les prescriptions. On a introduit la notion de substitution, si vous vous rappelez de ça. Avec le pharmacien peut substituer un médicament Princeps par un générique. Alors, le générique, c'est une copie d'un médicament Princeps. Le Princeps, c'est le médicament qui est sorti en premier parce que le laboratoire qui l'a mis sur le marché fait de la recherche, tout ça. Pour génériquer un médicament, il faudrait que le produit Princeps ne soit plus protégé par un brevet ou une propriété intellectuelle quelconque. C'est au bout de combien d'années, ça ? 10 ans, après 10 ans d'utilisation. Et le générique est une copie identique au Princeps, notamment sur la partie principe actif. C'est-à-dire, si le Princeps contient 1 gramme, le générique contiendra 1 gramme. Ce qui peut changer un peu après, ce sont les excipients. Alors, les excipients pour tout le monde, parce que c'est ça le problème. Alors, les excipients, on les utilise en pharmacie pour façonner les médicaments. Des fois, le principe actif à lui seul ne permet pas de façonner un médicament. On est obligé d'adjoindre des excipients, qui sont des produits inertes, des produits banaux et inertes, pour pouvoir façonner le médicament. Et le excipient sert de véhicule, tout simplement. Donc, mais il n'exerce aucune action sur l'organisme. Même si certaines personnes peuvent être allergiques à certains excipients. Oui, voilà. Oui, oui. Après, il y a ce qu'on appelle des excipients à effet notoire. Ça, on le connaît, qui peuvent être allergisants. Donc, mais ça, ces exceptions rentrent aussi même dans les Princeps. Je veux dire. Oui, c'est pas propre au générique. C'est pas propre au générique. Donc, et là, on doit le savoir. C'est-à-dire que les Princeps aussi contiennent des excipients. Ah oui, absolument. Voilà, oui, il n'y a aucun médicament, pratiquement aucun médicament n'est façonné avec uniquement le principe actif, c'est-à-dire la partie active du médicament. On met toujours des excipients pour pouvoir façonner le produit, faire un cachet ou faire une gélule, ou même faire une ampoule injectable. Donc, c'est le véhicule. Et ces exceptions, il y en a qui ont un effet notoire, c'est le pharmacien, il le sait, il avertit le patient. Donc, mais vous le savez, dans la tête des gens, les médicaments génériques sont moins chers. Donc, s'ils sont moins chers, c'est qu'ils sont moins bons. Bah, c'est justement, il faut arrêter avec ces fausses conclusions. Je pense, moi, parce que, à mon avis, j'ai vécu, j'étais en poste quand les génériques étaient lancés, la promotion des génériques était lancée en France. Lorsqu'on a introduit cette notion de substitution, c'est là où on a lancé les génériques. Et je pense que le lancement était, sur le plan de la communication, était mal fait. On a présenté les génériques uniquement pour faire des économies. Et ça, c'est ça l'erreur qu'on a faite dès le départ. Et en France, quand on dit quelque chose est moins cher, ça veut dire qu'il est moins bon. Or, là, ça n'a rien à voir. C'est faux, complètement. C'est faux. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'un médicament générique a la même efficacité qu'un médicament. Moi, personnellement, si je prends un traitement, si mon pharmacien me dit je vous donne des génériques, je n'ai aucun problème. Alors, c'est quoi un médicament non substituable, par exemple ? Alors, des fois, il y a des patients, pour des raisons certainement de leur croyance ou psychologique, il est, si vous voulez, il a l'habitude de prendre son médicament X, son médicament Princeps X, il y tient à ce que ce soit uniquement celui-là, sinon il est perturbé. Et là, le médecin, il le dit, voilà, non substituable. D'accord. Parce que... Mais thérapeutiquement, il n'y a pas de raison. Oh là là, thérapeutiquement, il n'y a aucune raison, aucune. La seule différence entre les génériques et les Princeps, c'est que les génériques coûtent 40% moins cher que les Princeps. Mais c'est tout. Vous savez qu'à l'hôpital, on travaille beaucoup plus avec des génériques. Parce qu'à l'hôpital, on établit une liste de médicaments avec lesquels on travaille. On n'a pas tous les Princeps. Pour un même médicament, on n'en a pas 20 marques différentes. On a une seule. Et on travaille beaucoup avec les génériques. Et je ne pense pas que les patients en France qui sont soignés par les médicaments hospitaliers aient un problème quelconque. Sinon, tous les génériques sont substituables l'un avec l'autre.
Du moment que le médecin ne précise pas non substituable, donc le pharmacien peut substituer. Il peut le faire. Absolument. Alors on parle de plus en plus de rupture d'approvisionnement de médicaments. Alors bon, là les derniers chiffres, c'est 136 médicaments qui ont été signalés comme en rupture par les États membres de l'Agence européenne des médicaments. Est-ce que vous, déjà, c'est quelque chose que vous constatez sur le terrain ? Absolument. Oui, il y a des ruptures de médicaments, mais ça, ce n'est pas par la faute des professionnels de santé, ni par la faute des hôpitaux. C'est parce que le médicament, avant tout, c'est un produit industriel. Et comme vous avez vu, tous les mouvements qui sont permanents au niveau mondial dans les délocalisations et le reste, et des fois ça touche des médicaments. Et aujourd'hui, beaucoup de médicaments sont fabriqués en Chine ou en Inde, qui sont très bien, je veux dire, il n'y a aucune réserve là-dessus. Ce sont des gens qui sont très sérieux, mais pour des raisons un peu qui sont liées aux problèmes des produits d'industrie, il peut y avoir des pénuries, des ruptures. Alors comment on fait quand un médicament, notamment ce qu'on appelle les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, sont en rupture ? Qu'est-ce que vous avez comme solution ? Donc après, on regarde si on peut trouver une alternative. Et généralement, il y en a toujours. Heureusement. Dans un pays comme la France, on arrive toujours à se retourner, c'est pas un souci du tout. Donc en milieu hospitalier, par exemple, si on sait que tel ou tel produit est en rupture, mais vraiment les pharmaciens hospitaliers déploient une énergie considérable pour pouvoir trouver des solutions. Et rapidement, parce qu'on sait qu'il y a des patients derrière. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, en cancérologie, en oncologie, aujourd'hui, il n'y a pas de risque de rupture de médicaments comme on l'entend. Non, quand même pas. Non, on n'est pas... Oui, non. Il y a toujours des solutions alternatives qui sont trouvées par le pharmacien, par le médecin du patient. Alors, il faut rassurer les gens, il ne faut pas les affoler. Après, sauf s'il y a vraiment un grand problème mondial, mais ça c'est une autre histoire, comme à l'époque de la Covid, vous avez vu des ruptures, il y a eu des ruptures même... on n'avait pas de Doliprane. Voilà, parce que... Subitement, on a découvert qu'on avait délocalisé la fabrication du Doliprane. Voilà, donc, c'était français à l'origine, le Doliprane. Hein. Oui, c'est un médicament français. Vous savez que les spécialités à base de paracétamol, donc le Doliprane est un nom de spécialité. Oui, excusez-moi, c'est paracétamol. Ouais. C'est le premier produit utilisé en France. Ah oui. Il arrive dans le hit parade du classement des médicaments utilisés, c'est le plus utilisé en France. En France, il faut savoir que chaque personne consomme en moyenne par an 41 boîtes de médicaments. 41 boîtes de médicaments. C'est une moyenne. Hein. Bon, il y en a qui ne consomment rien, mais il y en a qui consomment beaucoup plus. Et sur ces 41, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une boîte sur 3 est un générique qui est vendu en France. Non, c'est pas mal. Et sur le réseau des officines de pharmacie en France, donc les pharmacies qu'on trouve... en ville, quoi, ouais. En ville, il y a 20 000, un peu plus de 20 000 pharmacies en France qui s'occupent de ça. Et il faut leur rendre hommage parce que c'est quand même des professionnels de santé. Probablement, c'est le seul professionnel de santé que vous pouvez voir sans rendez-vous. Si vous avez un problème quelconque, vous avez besoin d'un renseignement, vous allez à la pharmacie en bas du quartier, vous entrez, vous demandez au pharmacien, il va vous recevoir. Alors, s'il peut vous régler le problème lui-même, il le fera, sinon il va vous orienter. Vous n'avez même pas besoin de rendez-vous. Et on n'en parle pas beaucoup du rôle des pharmaciens, c'est dommage. Alors, avec la pénurie des médecins généralistes, ils sont en première ligne aujourd'hui, les pharmaciens. Oui, mais on peut encore, je pense que le pharmacien peut rendre beaucoup plus de services encore aux patients. Faudra-t-il tout simplement le lui permettre sur le plan légal, quoi. Il faut faire évoluer les choses. Bien, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent cette émission. Vous verrez la captation de l'émission sur notre chaîne YouTube. Bien. Docteur Moussa Oudjani, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie, Philippe.
On n'a pas abordé tous les sujets, voyez. Pas tous les sujets. Non, donc, mais vous reviendrez. Oui, comme vous voulez, oui. Bon, après, avec plaisir, avec plaisir. Après, ça fait un moment, j'ai pas fait d'émissions, j'en ai fait plusieurs émissions sur Berbère Télévision. Ouais, en plus, en kabyle, là, c'est un peu plus compliqué de raisonner en français, de traduire. La prochaine, on la fait en kabyle. Si vous voulez. Oui, on fera en kabyle la prochaine fois. En plus, c'était du direct, souvent. Ouais. Et sur des sujets très importants, par exemple, le risque médicamenteux dans les périodes de forte chaleur. C'est extrêmement important. Il faut qu'on en parle aussi sur le risque médicamenteux parce qu'il y a 3 facteurs. Il y a le mésusage en soi qui provient des prescriptions, des dispensations, parce qu'il peut y avoir des erreurs. Après, il y a des médicaments à risque, comme les anticoagulants, les antibiotiques, les anticoagulants, les anti-inflammatoires stéroïdiens, les morphiniques, vous avez abordé avec Mekadem la dernière fois, les anticancéreux, qui ne sont quand même pas des médicaments anodins, malheureusement, sont toxiques, bien que maintenant on va sur des thérapeutiques ciblées, ce qui est une très bonne chose. Bien. Ça nous laisse pas mal de sujets pour d'autres émissions. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir prêté vos oreilles et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.